boulot, c'est vraiment de raconter ce qui se passe en Espagne pour un public français. Ce qui se passe en Espagne, c'est extrêmement large. Et mon travail, ça va de parfois interviewer des joueurs de foot, à être au salon du téléphone portable de Barcelone qui avait lieu hier et aujourd'hui. Et ce matin, sur Europe 1, j'ai parlé de la mort annoncée des SMS. Vous le savez parce que vous utilisez évidemment WhatsApp, Facebook, etc. Mais la plupart des Français utilisent encore les SMS. Et ça consiste surtout à parler de la crise économique, des mutations politiques qui ont lieu en Espagne. Bref, de parler de tout un tas de choses qui sont parfois différentes de ce qu'on peut croire de l'Espagne vue de France. Parce que c'est vrai que j'ai une difficulté particulière par rapport à certains collègues qui sont correspondants en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. C'est que les clichés sur l'Espagne sont très nombreux. Et surtout, plus que les clichés, il y a surtout un dédain, voire même un mépris depuis la France vers l'Espagne. Tout ce qui se passe au sud des Pyrénées, c'est sympathique, c'est ensoleillé, c'est festif, mais c'est jamais très sérieux. Et on regarde ça toujours avec un peu de condescendance, alors qu'à l'inverse, c'est extrêmement différent. En Espagne, il y a un intérêt énorme pour la France. Tous les jours ou presque, on parle de l'actualité française. L'année dernière, la crise des bonnets rouges, j'en parle parce qu'on est en Bretagne, a été énormément commentée en Espagne. La crise porcine actuellement, ils en parlent aussi dans les médias espagnols. Donc voilà, il y a un peu un décalage. Mais pour moi, en même temps, c'est intéressant, parce que ça me permet vraiment de faire sans cesse le parallèle. Je vais vous parler donc de trois crises espagnoles et trois manières de répondre à cette crise. La crise économique, bien sûr, la crise politique et morale, et la crise territoriale, principalement la question catalane. Rassurez-vous, on va parler de la crise, mais on va parler de choses aussi positives, parce que ce qui est chouette en Espagne, et ce que j'ai pu voir, ça fait 7 ans que je suis à Barcelone, en Catalogne et en Espagne, on y reviendra plus tard sur les termes à employer. Ce qui est vraiment très chouette, c'est que ce pays vit des crises extrêmement violentes, et en même temps, les Espagnols réagissent de manière assez intéressante, assez positive, assez dynamique, et c'est assez intéressant de faire le parallèle avec la France, qui vit aussi des crises, peut-être une crise économique moins violente que l'Espagne, mais qui réagit différemment et qui me semble, vu de là où je suis en tout cas, des réactions moins positives et plus, voilà, on a l'impression que ça se passe moins bien, et en tout cas il ne naît pas de ces crises en France, ce qui est né en Espagne. Voilà, donc on va commencer par la crise économique qui reste très présente en Espagne aujourd'hui, et ce qui est important, c'est de revenir un petit peu sur les raisons de cette crise. Évidemment, il y a la crise mondiale en 2008 qui concerne tous les pays occidentaux. Le problème, c'est que l'Espagne, elle a sa propre crise, et cette crise économique mondiale s'ajoute au problème de l'Espagne. Il y a 40 ans, l'Espagne, c'était presque ou 50 ans, on va dire, presque le tiers-monde encore. Par rapport à la France, il y avait un décalage absolument hallucinant. Lorsque les Français allaient en vacances sur la Costa Brava, c'était un espèce de choc. On voyait encore des charrettes dans les villages. Il y avait une vraie pauvreté. L'Espagne sort de la dictature en 1975 avec la mort de Franco, rentre dans l'Union européenne en 1986, et il y a une espèce de développement économique accéléré. Elle essaye de rattraper son retard et finalement de ressembler aux autres pays européens, et avec évidemment beaucoup d'argent de l'Union européenne, et un modèle économique un peu particulier, c'est le modèle de la bulle immobilière. On est dans les années 90, les banques sont très présentes en Espagne, il y a énormément d'argent à donner en prêt, et donc tous les Espagnols sont incités à acheter leur appartement. En gros, si les Espagnols empruntent, eh bien, ils vont acheter des appartements, des maisons, donc ça va encourager le secteur de la construction. Pendant les années 90, on a des taux de croissance de 4 à 5% par an en Espagne. C'est un pays qui se modernise énormément, qui construit des TGV, qui construit des tas d'infrastructures et qui construit des tas de bâtiments. On a cette bulle immobilière avec un taux de chômage qui baisse, taux de chômage qui est autour de 7-8%, des ouvriers dans le bâtiment qui gagnent très bien leur vie. On parle de salaires de 2500, 3000 euros par mois, ce qui en Espagne à l'époque est énorme. Bref, c'est un espèce de miracle. On parle même du miracle économique espagnol. La presse française en parlait même dans les années 90-2000, parce que tout ça, ça dure jusqu'en 2016. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe en Espagne? C'est absolument incroyable. Et puis tout d'un coup, tout s'effondre. La bulle immobilière explose. Et là, c'est une chute absolument
vertigineuse pour l'Espagne. C'est vraiment la crise la plus grave qu'elle a eu à affronter depuis la fin de la dictature. Pour bien comprendre cette histoire des crédits immobiliers, on est dans les années 90-2000 et tout le monde est encouragé à acheter son appartement. La location, c'est quasiment impossible. Et quand on dit on est encouragé, c'est assez simple. N'importe qui peut obtenir un crédit à la banque. Des travailleurs immigrés, souvent sans papier, qui travaillent au noir, obtiennent des crédits immobiliers. Ils vont voir la banque et disent mais écoutez, j'ai pas de papier. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème, on va falsifier un truc, on va se débrouiller. Souvent, on prête, il n'y a pas besoin d'apport. Donc concrètement, un ouvrier marocain, par exemple, sans papier, va pouvoir s'offrir un appartement à 200 000 euros sur la côte près de Valence, qui à l'époque, 200 000 euros est beaucoup d'argent. Il n'a pas d'apport, il n'y a pas de problème. Et le banquier va même lui dire, écoute, ta maison, elle vaut 200 000 euros. On va mettre 220 000, comme ça, en plus, tu peux t'acheter une maison. Donc forcément, pour tout un tas de gens et pour une grande partie de la population espagnole, et notamment les classes populaires, il y a une espèce de truc absolument extraordinaire de c'est génial, on va pouvoir tout s'offrir. Et il y a ce syndrome un petit peu du nouveau riche, c'est-à-dire l'Espagne, pays anciennement pauvre, qui a le sentiment de pouvoir tout s'offrir. Et ça crée cette bulle immobilière et ça crée ensuite des désastres, puisqu'à partir de 2008, il y a cette bulle immobilière qui explose, il y a la crise mondiale qui s'ajoute à ça. Et là, on a très rapidement une hausse vertigineuse du chômage. On passe en 3-4 ans de 10% de chômage avant la crise à des taux hallucinants. En 2012, je crois que c'est le top, ou 2013, on en est à 26% de taux de chômage, ce qui est ahurissant. Et on a des conséquences très concrètes pour les gens, dramatiques. Et encore une fois, il faut parler d'immobilier parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est dans l'immobilier que les conséquences sont les plus graves. On a 87-88% d'Espagnols qui sont devenus propriétaires en faisant des crédits sur 40 ans, toute la vie. Et évidemment, lorsqu'on fait un crédit immobilier et qu'on perd son emploi et que souvent le couple, le mari plus la femme, perdent tous les deux leur emploi, c'est difficile de rembourser l'emprunt. Donc on a des milliers, des centaines de milliers de personnes en Espagne et des gens de toute catégorie sociale. Ce n'est pas que des classes très populaires qui se sont fait un petit peu avoir par leurs banquiers. C'est vraiment des gens un peu de tout qui ne peuvent plus rembourser leur emprunt, qui viennent voir leur banque en disant voilà, je ne peux plus rembourser l'emprunt. Les banques qui à l'époque avaient harcelé tous les Espagnols pour acheter des maisons, elles ne se montrent pas tellement flexibles pour peut-être diminuer les mensualités, pour essayer de trouver une manière de continuer à payer sans que ce soit dramatique pour ces familles-là. Elles disent bah non, écoute, c'est pas possible, si tu peux pas rembourser, on va te virer. Donc on a, il y a encore quelques années, il y avait 1 million de familles qui étaient menacées d'expulsion en Espagne, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus rembourser le crédit immobilier. Et le problème, c'est qu'on a une double peine, c'est-à-dire on expulse la famille de sa maison. Et en plus, le problème, c'est que la maison ou l'appartement a souvent perdu de la valeur. Donc on avait par exemple cet ouvrier marocain qui avait acheté une maison à 200 000 euros qui était surcotée à l'époque à Valence. Il est expulsé de sa maison. Le problème, c'est que la banque lui dit, écoute, maintenant la maison, elle vaut plus que 120 000 euros. Donc tu vas quitter la maison et en plus, tu nous dois encore 80 000 euros. Donc, c'est une espèce de double peine qui est absolument intenable pour beaucoup d'Espagnols. Et c'est ça qui crée vraiment une vraie misère en Espagne à l'époque. Là, je parle un peu du début de la crise. Et c'est sur ça que sont nées, on va en parler plus tard, des associations de lutte contre les expulsions immobilières. Et c'est de là, de cette association-là, dont est sortie Ada Colau, la maire de Barcelone, la maire assimilée au parti Podemos, la maire indignée, qui, il y a encore quelques années, était avec son t-shirt de militante, enceinte jusqu'au cou, au pied des immeubles et des barres d'immeubles, pour empêcher que la police vienne expulser des familles qui n'auraient pas pu rembourser leur crédit. Donc voilà, c'est vrai que je m'attarde sur cette question immobilière parce que vraiment, ça a été assez dantesque. Quand on voyage en Espagne, à la sortie de Madrid, à 50 km, on a des villes fantômes. C'est-à-dire, il y a eu des promoteurs immobiliers qui se sont dit, ben voilà, on va créer des villes de toutes pièces
Il y a une ville, j'ai plus le nom en tête, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Madrid. Ils se sont dit on va créer une ville de 30 000 habitants en plein milieu du désert. Donc ils ont construit des immeubles, des immeubles plutôt pas mal, des appartements plutôt pas mal. Le problème, c'est que il y a pas mal de villes fantômes qui ont été construites finalement sur la fin de la période où tout allait bien, et donc ils n'ont jamais réussi à vendre les appartements. Et donc on a cette situation absolument dantesque en Espagne, des tas de familles qui ont été expulsées ou qui sont menacées d'expulsion, et des appartements vides. Des logements dans toute l'Espagne qui sont vides, qui n'ont jamais été habités. Il y avait des chiffres, je ne les ai plus forcément exactement en tête, mais je crois qu'en un an en Espagne, on a construit plus qu'en Allemagne, en France et au Royaume-Uni réunis. Or, il n'y avait évidemment pas une demande pour cela. Je regarde mon téléphone parce que en fait, je vous ai apporté quelques éléments sonores. Alors, ce n'est pas de la vidéo, donc ça demande un peu plus d'attention, mais la radio, c'est le pouvoir de l'imagination. Donc voilà, conséquences sur l'expulsion immobilière. L'autre conséquence, vous avez forcément entendu parler et qui, vous, me touche un peu plus, je dois avoir à peu près 10-12 ans de plus que vous, c'est l'exil des jeunes. L'exil des jeunes diplômés, c'est énormément d'Espagnols qui sont obligés de quitter l'Espagne. Il y a deux types de populations qui quittent l'Espagne. Il y a tous les immigrés, notamment sud-américains, qui s'étaient installés en Espagne dans les années 90-2000, au moment où tout va très très bien. C'est une période justement où le ministre socialiste de l'époque, Zapatero, régularise l'arrivée notamment des Sud-Américains. Il y a des papiers qui sont distribués à pas mal de gens parce qu'il y avait vraiment besoin de main-d'œuvre. Tous ces gens qui sont venus travailler dans la construction. Et quand on pense à la construction, il faut aussi penser à tous les métiers annexes à la construction, c'est-à-dire les fabricants de climatisation, les maçons, enfin tout un tas de métiers. Donc la première population qui s'en va, ce sont les immigrés, qui rentrent chez eux. Et pour beaucoup de familles, c'est très dur, notamment pour les adolescents qui sont arrivés, qui sont parfois nés en Espagne ou qui sont arrivés à 4-5 ans et qui, à 14-15 ans, sont obligés de retourner en Équateur, en Colombie, des pays qu'ils finalement ne connaissent pas. Je suis allé souvent à l'aéroport de Barcelone pour faire des reportages. Et lorsqu'on a les vols en direction de l'Amérique latine, on n'a que des gens avec des valises absolument énormes, des gens en larmes. C'est a priori que des gens qui rentrent chez eux. Et souvent, lorsque j'ai interviewé les parents qui rentrent, je leur dis pourtant, l'Amérique latine, certains pays, c'est pas plus riche que l'Espagne. Et ils disent bien sûr que non, en Équateur, c'est plus pauvre que l'Espagne, la Colombie, c'est plus pauvre que l'Espagne. Le problème, c'est qu'il y a de la croissance et il y a un dynamisme, et on sent que les choses vont mieux qu'en Espagne. Donc voilà, donc cette première population. L'autre population, qui est évidemment en chiffres beaucoup moins nombreuses, mais qui est très importante, c'est les jeunes diplômés. C'est tous ces gens qui sortent avec des bac plus 5, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, et qui ne trouvent pas de boulot. Qui ne trouvent pas de boulot ou qui ne veulent pas se résigner après avoir fait 5 ans d'études et pouvoir prétendre à un poste d'ingénieur, qui ne veulent pas, et je ne le dis pas avec mépris, mais qui ne veulent pas être vendeurs chez Zara ou travailler au McDonald's. Parce que c'est par contre ce que beaucoup de jeunes Espagnols ont dû se résoudre à faire. Donc on a dans toute l'Europe des communautés d'Espagnols, à Londres, en Allemagne. Ils sont beaucoup allés en Allemagne. L'Allemagne, c'est vraiment un pays qui a besoin de main-d'œuvre et qui donc a créé des agences en Espagne pour recruter les jeunes Espagnols, notamment dans le secteur médical. Je crois que l'Allemagne a besoin de 30 000 infirmiers et infirmières. Eh bien, ils ont des agences qui viennent chercher des Espagnols et ils sont obligés de leur promettre un logement, des bons salaires, etc. parce qu'il manque de main-d'œuvre. Et donc, forcément, pour les Espagnols, c'est une sortie comme une autre parce que, encore une fois, il n'y a pas de travail pour eux. Donc, voilà. Après, les conséquences de la crise, ils sont extrêmement nombreux. Et en même temps, l'Espagne, curieusement, elle a tenu. Il y a moins de SDF dans les rues de Barcelone ou Madrid que dans les rues de Paris. Cette Espagne, elle a tenu parce qu'il y a la famille qui est encore très présente. Ça semble un cliché, mais c'est très très vrai.
Lorsqu'un cousin s'est fait virer de chez lui, eh bien, on va l'accueillir à la maison. Lorsque les parents peuvent plus payer la crèche pour leurs enfants, eh bien, c'est les grands-parents qui vont s'en occuper. Les grands-parents soutiennent un petit peu le système espagnol, puisque dans beaucoup de familles, eh bien, le seul salaire, c'est la retraite des grands-parents. Donc il y a des parents de 35, 40, 45 ans qui sont retournés vivre avec leurs parents, et donc on a 3 générations qui vivent sous le même toit, et on se serre les coudes. Et c'est vrai que ça a permis un petit peu, ça a servi un peu de ce qu'on appelle en espagnol de colchon, de matelas, qui a permis un peu que les conséquences de la crise soient moins violentes. Et puis une autre chose importante, ce qui est vrai, c'est qu'on a eu un taux de chômage absolument énorme qui reste très très élevé, qui correspond peut-être pas tout de même à la réalité des choses. On a un travail au noir assez important en Espagne, et pour beaucoup de gens, eh bien, voilà, il y a besoin de travail au noir, mais en même temps toucher le chômage pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est peut-être pour ça que si vous avez eu l'occasion de voyager en Espagne ces dernières années, vous êtes peut-être dit, tiens, c'est marrant, on ne sent pas vraiment cette crise. C'est une réflexion que moi souvent les gens me font. C'est vrai que déjà dans les centres-villes de Barcelone ou Madrid, forcément la crise on la voit moins, et souvent cette crise est un petit peu plus cachée, mais elle a été aussi amortie par les familles. Donc voilà, tout ça c'est assez important de le comprendre pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Avant ça, je vais vous proposer une petite pause sonore et musicale. C'est des extraits de reportages que j'ai pu réaliser. C'est en français, mais ce sont des Espagnols qui s'expriment. Et c'est des gens que j'ai interviewés. C'est important, je sais que c'est un retour en arrière, mais c'est important pour comprendre aujourd'hui. C'est des gens que j'ai interviewés au pire moment de la crise, 2011, 2012, là où on pense que l'Espagne va peut-être devoir subir un plan de sauvetage comme la Grèce, là où on imagine peut-être que l'Espagne va sortir de l'euro. On est à une époque où des gens, c'est pas un phénomène énorme, mais quand même, des gens se disent, tiens, je vais peut-être retirer mon argent des banques parce que si du jour au lendemain, ils nous disent qu'en fait, on repasse à la pesetas, on est très mal. C'est vraiment un moment où les choses vont extrêmement mal. Ça dure 4 minutes. Voilà, je vous laisse écouter. Et un peu de musique. €426 no nos da para nada. La distribution, c'était à 60 000 pauvres. Maintenant, c'est à 120 000 pauvres. Maintenant, les consommateurs des banques alimentaires, entre guillemets consommateurs, sont surtout des immigrés. Ils représentent plus de 50%. Et quelquefois, ça prend aussi aux ouvriers traditionnels de Barcelone, oui. Nos toca ir a las iglesias, a las partes donde dan comida. À Murcia, il y a 400 000 personnes qui sont pauvres, 40% à peu près. Peut-être dans un mois, les gens vont commencer à voler pour vivre. Oui, parce qu'il faut manger. Les politiques, on oublie les citoyens. Les gouvernements espagnols, les gouvernements français, Sarkozy, Madame Merkel. Et alors, on va aider les bancs. On va aider les bancs et les personnes. Et les problèmes des personnes. Et alors, voilà la question. C'est que le problème que l'Espagne ne sait rien faire que des maisons. C'est la triste réalité, la maison, l'agriculture et le tourisme, mais on n'a rien de plus. On a vécu une période d'expansion économique artificielle, mais que tout le monde ne se préoccupait qu'à travailler et à gaspiller. Mais ça, je pense que tout le monde savait que ça allait tomber, c'est ridicule. Ça tient pas debout. Non, je ne votais pas. Moi, je suis de gauche, moi, je suis socialiste. Chez nous, on est 4, on vote aucun, on vote. On passe. Je m'en fous que ce soit un ou l'autre. Je ne crois pas. Je travaille dans cet hôpital depuis 15-16 ans et on n'a vu jamais une chose comme ça, jamais. Actuellement, il y a des malades qui ne peuvent pas s'opérer et on pense que la situation c'est grave parce qu'on ne peut pas jouer avec la santé de malades. Moi, j'ai fini mes études, elle fera un an. J'ai étudié 2 licences, un master et je ne trouve pas de boulot après un an. Et j'ai un grand CV que je dois réduire
pour choisir un boulot au Zara ou dans un bar. Le groupe d'amis qu'on est là, on est 6, nous avons 30 ans, donc on a tous des bac plus 5, bac plus 6. Il y a un 3 au chômage, ou des gens qui n'ont rien fait, même un doctorat, gagnent 900 € par mois. Les gouvernements espagnols, les gouvernements français, Sarkozy, Madame Merkel. Et alors, on va aider les bancs, et les personnes, et les problèmes des personnes. On accepte tout en ce moment. Pour terminer sur le chapitre économique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça fait un an et demi à peu près, que si vous vous intéressez à l'Espagne ou si vous lisez des choses parfois, en France en tout cas, vous devez entendre cette musique. Ça va beaucoup mieux en Espagne, l'Espagne est sortie de la crise, l'Espagne c'est le modèle à suivre. En fait, ça dépend un peu qui le dit. Les éditorialistes plus libéraux, on va dire, plus de droite, auraient tendance à considérer qu'il faut suivre le modèle espagnol. Ceux plus de gauche auraient tendance à dire attention, c'est surtout pas le bon modèle. Moi, mon propos, c'est pas de rentrer dans ce débat-là, ni de donner mon avis, mais ce qui est vrai, c'est que l'Espagne va mieux, c'est certain, mais les Espagnols, pas forcément. Ou dit autrement, l'Espagne est sortie de la crise, mais à quel prix? Elle paye un prix, les Espagnols payent un prix très lourd pour sortir de la crise. Comment ça s'est passé? Principalement, il y a une réforme du droit du travail il y a 2-3 ans, 3 ans, qui a permis globalement d'embaucher plus facilement et donc de licencier plus facilement, qui a réduit les indemnités chômage. Une réforme, on va dire, un peu libérale. Et donc ça, c'est vrai que ça a permis à certaines entreprises d'embaucher plus facilement. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est qu'on a eu une dévaluation par les coûts. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut plus dévaluer par la monnaie, eh bien, on a demandé aux Espagnols de faire des efforts. Faire des efforts, ça veut dire concrètement, dans des entreprises notamment automobiles, l'Espagne, c'est le deuxième constructeur automobile d'Europe, devant la France et juste derrière l'Allemagne. On a dit par exemple aux ouvriers de chez Seat, près de Barcelone, bien voilà, si on veut produire le modèle, une Audi, Seat produit aussi Audi et d'autres marques. Si on veut produire le Audi Q3, eh bien, faut que les salariés travaillent désormais plus souvent le dimanche et que ça ne soit pas forcément mieux rémunéré. On a eu en gros des accords de compétitivité et de flexibilité, c'est-à-dire on demande des efforts aux salariés et ces efforts-là, eh bien, c'est la condition pour maintenir l'emploi, voire pour en créer. Mais donc globalement, les salaires aujourd'hui qui sont bas en Espagne. Le SMIC, c'est 640 € par mois. C'est moitié moins qu'en France. Alors certes, il y a beaucoup moins de gens qui touchent le SMIC en Espagne que de gens qui le touchent en France, mais les salaires globalement sont vraiment plus bas. Et donc les salaires aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'en 2007. Or, entre-temps, il y a l'inflation. Les fonctionnaires, en 2010, on a baissé le salaire des fonctionnaires. Quelque chose qui est absolument impensable, j'ai l'impression, en France. On l'a baissé en moyenne de 5%. 5%, c'est quand même beaucoup. On a enlevé tout un tas de droits à des travailleurs. C'est par exemple des tickets resto qu'on supprime, des choses comme ça. Mais tous ces efforts-là, qui ont été faits bon an mal an par les Espagnols, ça a effectivement permis peut-être de sauver des emplois, voire aujourd'hui d'en créer, et de faire que l'Espagne
dans la compétition européenne, elle est beaucoup plus compétitive parce qu'elle a vraiment réduit ses coûts. Le problème, c'est que voilà, ça fait un peu plus de précarité. C'est vrai que le chômage baisse, c'est indéniable, mais il baisse, mais il ne se crée pas beaucoup d'emplois en CDI, ni d'emplois très qualifiés. Ça baisse parce que le tourisme va extrêmement bien, tout simplement parce que l'Espagne a aussi bénéficié, c'est dommage, mais c'est comme ça, des crises des printemps arabes, et donc il n'y a plus beaucoup de destinations dans le monde où on se dit il ne m'arrivera rien, et donc c'est vrai que l'Espagne a vraiment attiré toute l'Europe parce que c'est une destination pas chère, ensoleillée et safe. Et puis voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas une reprise très solide, ce n'est pas une reprise qui se fait sur des secteurs d'avenir ou des secteurs de pointe, puisque pendant la crise, eh bien, le gouvernement a réduit les budgets dans la santé, dans l'éducation, mais aussi en recherche et développement. Et donc concrètement, la recherche espagnole, elle n'avance pas. Concrètement, on ne réfléchit pas à des secteurs de pointe, et il y a un vrai problème sur quel modèle productif pour l'Espagne. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans ce que j'ai diffusé. Il y a un type qui disait en Espagne, on ne sait faire que des maisons, du tourisme et de l'agriculture. C'est un peu caricatural, c'est excessif, mais ce n'est pas entièrement faux non plus. Il manque, voilà, par rapport à la France, il n'y a pas de très grands secteurs industriels comme ils peuvent exister ici. Donc voilà. Après, c'est vrai que sur d'autres chiffres, l'Espagne a réduit son déficit. L'Espagne a fait ce qu'on lui a demandé de faire, a respecté les consignes de Bruxelles à la lettre. L'Espagne, c'est pas la France. Elle peut pas se permettre de dire à Bruxelles, écoute, t'es gentil, les 3% de déficit, etc., on va s'arranger. Non, l'Espagne, voilà, diplomatiquement, n'a pas le poids que peut avoir la France ou l'Allemagne, évidemment, et donc elle est obligée de s'y plier, même si elle est encore loin des 3% de déficit. Hein. C'est encore loin. Sur la croissance, ça va pas mal. On en est à 1,5-2%, j'ai plus le chiffre en tête, mais une croissance, une des meilleures croissances en Europe. C'est ce qui explique cette création d'emplois. Mais voilà, c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont bons, mais on a une réalité des Espagnols. Les Espagnols, ils ne la voient pas, cette fin de la crise. Quand ils entendent Rajoy dire la crise est terminée, ça a un peu du mal à passer entre la gorge.